Ripley? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anesidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document. Quelques jours à peine avant le départ fatidique de l'USCS Estorens, un bien étrange astronef fut mystérieusement retrouvé à la dérive dans l'espace lunaire, juste à portée de la Terre. L'Europa. Un transporteur de marchandises appartenant à Sixon et dont la Weyland-Yutani avait immédiatement revendiqué la propriété. Un bien étrange et soudain attrait pour une chose d'ordinaire aussi insignifiante, surtout pour une entreprise aussi tentaculaire, mais dissimulant néanmoins de bien sombres intentions. Car outre cette requête à la fois surprenante bien que tout à fait banale, en réalité l'Europa venait vraisemblablement d'être victime d'une mystérieuse et foudroyante attaque de xénomorphes, et la sinistre firme comptait bien utiliser cette information à son avantage, en découvrant le point d'origine de son infection. La grande croisade de la Weyland-Yutani demeurait inchangée, prête à endosser tous les sacrifices afin de poser la main sur son Graal, et entre autres de conserver son monopole sur la course à l'armement. Mais dans un souci de transparence vis-à-vis de la loi en vigueur, l'Europa ayant été retrouvée dans une zone régulée par l'armée, la compagnie n'eut alors d'autre choix que d'accepter la présence d'un agent de liaison parmi les siens. Sorte de condition sine qua non permettant à la Weyland-Yutani d'authentifier ses revendications et ce de manière légale. C'est ainsi que le soldat Zula Hendrix s'était retrouvé affecté à une mission de récupération aux côtés d'une escouade d'androïdes de la Weyland-Yutani, ignorant totalement la véritable nature de la menace, et qu'en réalité son objectif allait très bientôt prendre une tournure des plus dramatiques dont les enjeux s'étendaient bien au-delà d'une simple mission de récupération. Une certaine épopée qui avait obligé Zula Hendrix à remettre sa propre loyauté en doute après avoir percé les véritables intentions de la Weyland, et à s'engager corps et âme dans une lutte acharnée visant à stopper la compagnie. D'abord sur l'Europa, puis au sein d'un certain complexe scientifique appartenant également et sans surprise à Sixon, la station LV-4440. Là où la mystérieuse infection avait commencé. Zula Hendrix venait ainsi de défier la Weyland, et étant dorénavant devenue un témoin gênant aux yeux de la firme, elle n'eut alors d'autre choix que de se tourner vers une autre survivante elle aussi réduite au silence depuis 2137, la fameuse Amanda Ripley. Une certaine association qui aboutit alors sur plusieurs victoires, comptant même la destruction d'un certain astre dissimulant l'une des installations les plus secrètes et les plus importantes de la Weyland-Yutani, la colonie Gaspard. Véritable lieu de terreur et de désolation, et témoignant du fait que malheureusement, l'expérimentation des xénomorphes en tant qu'arme bioorganique avait en réalité d'ores et déjà commencé. Je ne rentrerai pas davantage dans le détail de toute cette histoire. Mais toujours est-il que malgré un amas de preuves incriminantes à l'encontre de la Weyland, la sinistre société sans visage n'avait de cesse que de passer entre les mailles du filet. Mais après toutes ces péripéties, une certaine interrogation demeurait encore et toujours sans réponse. Comment des xénomorphes avaient-ils pu bien se retrouver à bord de l'Europa et de la station LV-4440, l'origine même de tous ces événements? Une bien sombre parenthèse dans l'univers d'Alien, mais il semblerait plus qu'évident de croire que finalement, la Sixon Corporation avait très bien pu devancer la Weyland-Yutani directement sur Sébastopol, profitant alors du chaos ambiant pour s'accaparer discrètement une ou plusieurs créatures, avant d'en perdre le contrôle à son tour. D'abord sur LV-4440,
puis parmi un hypothétique groupe de survivants ayant réussi miraculeusement à fuir les lieux à bord de l'Europa. Mais que cette théorie soit avérée ou non, une chose était néanmoins certaine. La catastrophe de Sébastopol avait été le no man's land d'une immense bataille acharnée opposant deux géants de l'industrie high-tech, réduisant même la survie d'Amanda Ripley à une simple péripétie diluée au beau milieu d'une grande course à l'armement dont aucun des deux protagonistes n'était véritablement sorti indemne. Retour à la case départ. Entre la chute de Sébastopol, la mort d'Henry Marlowe et les nombreuses actions d'Hendrix et d'Amanda, la Weyland-Yutani était de nouveau au point mort. Sans parler du fait que la quasi-totalité de ses recherches était partie en fumée. Mais bien que la firme eût été sérieusement affaiblie, ses blessures n'en demeuraient pas moins superficielles, et il lui restait encore une dernière carte à jouer. Un certain Joker qui allait très bientôt obliger la Weyland à faire face aux conséquences de ses propres actions, et à encaisser l'une des plus grandes catastrophes de son histoire. Salut tout le monde, c'est William Stark, et on est parti pour le 8e épisode de la chronologie d'Alien. L'obsession quasi-religieuse que vouait la Weyland-Yutani pour les xénomorphes était telle que la compagnie n'avait pas hésité, et ce à plusieurs reprises, à trahir ses propres semblables afin de mettre la main sur les créatures. Et bien que ses réelles motivations demeuraient encore et toujours cachées aux yeux du monde, la compagnie commençait néanmoins à se traîner une bien mauvaise réputation. Entre les divers bruits de couloirs circulant de part et d'autre de la galaxie évoquant épidémies et chèques de confinement ou encore récits complètement invraisemblables mentionnant littéralement l'existence de monstres au sein même de l'univers connu, la popularité de la Weyland-Yutani était décidément bien mise à mal et il lui fallait dorénavant trouver une bonne parade pour retourner sur LV-426. D'autant plus que l'épaisse atmosphère recouvrant l'entièreté de la Lune la rendant totalement hermétique à toute tentative de scan satellitaire, il était donc impératif pour la compagnie de terraformer la zone afin d'avoir une petite chance d'enfin pouvoir retrouver la tant convoitée épave Malakak. Et la raison d'être de la Weyland-Yutani étant officiellement et à la toute base la terraformation, et l'excuse semblait bel et bien déjà toute trouvée. Un stratagème aussi fiable que banal, surtout pour une entreprise spécialisée dans le domaine, et qui permettrait donc à la compagnie d'entamer des recherches directement sur place, et ce sans éveiller davantage de soupçons quant à ses agissements. La décision était prise, LV-426 allait très bientôt rejoindre la longue liste des colonies de la Weyland. La Weyland-Yutani se tournera alors vers un certain Curtis Hadley, lequel se verra alors confier la lourde tâche de concevoir les plans de la future colonie et d'en faire émerger les premières infrastructures. Un véritable défi, voire même un innommable calvaire, surtout au vu des conditions plus qu'inhospitalières que recelait la Lune, mais que Curtis parviendra tant bien que mal à surmonter. Et bien que la colonie en était encore à ses balbutiements, elle n'en demeurait pas moins fin prête à accueillir ses premières familles. Assemblée en grande partie à partir de structures modulaires préfabriquées afin d'en accélérer et d'en faciliter sa construction, et portant dorénavant le nom de Hadley's Hope, en référence au cauchemar qu'avait été sa construction et au scepticisme de son architecte quant à sa réussite. Hadley's Hope signifiant littéralement l'espoir d'Hadley. Curtis sera alors tout naturellement élevé au rang de premier administrateur d'Hadley's Hope, et rapidement les premiers convois de colons rejoindront les lieux, lesquels réaliseront pied au sol les conditions hélas plus qu'infernales qu'ils venaient malheureusement d'embrasser pour les 10 ou 20 prochaines années, avant de rebaptiser avec humour la Lune Acheron. Sorte de référence grossière à la rivière éponyme délimitant la frontière entre la Terre et l'Enfer dans la mythologie grecque. Mais malgré les nombreuses difficultés et imprévues venant régulièrement perturber l'avancée des travaux, la détermination de la Weyland-Yutani demeurait inébranlable et la sinistre firme comptait bien maximiser les chances d'atteindre son but. C'est ainsi que quelque part au cours de l'édification d'Hadley's Hope, la compagnie greffera au personnel de la colonie les scientifiques Bartholomew Rees, Elena Hidalgo et le Dr Maury, faisant des 3 envoyés de la Weyland les seules et uniques personnes à connaître le lourd secret de la Lune LV-426 et la véritable raison d'être de la colonie. Mais à côté de ça, la vision de Curtis Hadley peinait à voir le jour, les diverses erreurs humaines se multipliant, et la grande instabilité du terrain qui finira par engloutir l'un des premiers processeurs atmosphériques de la colonie. Tant de fâcheuses et de regrettables péripéties auxquelles viendra malheureusement s'ajouter la mort de Curtis Hadley, juste l'année qui suivra. Un certain Alan Simpson sera alors nommé pour le remplacer et la construction reprendra de plus belle.
nouveau processeur atmosphérique sera ainsi érigé, fonctionnant dès lors à 82% de sa capacité, et les premières installations véritablement habitables émergeront du sol. Le complexe lui-même s'étendant autour de son propre centre d'opération et comprenant dès lors un petit centre médical, un accueil de loisirs ainsi qu'un bar situé en extérieur. Atlas Hope ne cessait de croître et était devenu un véritable petit complexe de recherche quasi autonome, soutenu par le gouvernement et capable d'accueillir parents et enfants, et ce pendant des décennies entières. Et bien que relativement petite aux premiers abords, surtout pour mener à bien une mission de terraformation d'une telle ampleur, la colonie abritait néanmoins, et ce de manière permanente, quelques 158 travailleurs ainsi que leurs familles. Et le 15 mars de l'année 2173, Atlas Hope célébrera la naissance du tout premier nouveau-né à voir le jour au sein même de ses propres murs. Véritable fierté de la colonie et témoin symbolique du couronnement de feu son créateur. La fameuse Newt, de son vrai nom Rebecca Jordan, fille des colons Russell et Anne Jordan, et désormais petite sœur de Timmy Jordan. Loin de là, après avoir consacré quasiment toute son existence à lutter contre les actions immorales et dépravées de la Weyland, la triste vie d'Amanda Ripley arrivera malheureusement à son terme. Emportée par les désastreuses conséquences d'un cancer, mais ayant néanmoins pu goûter au bonheur aux côtés d'un certain Chad MacLaren. D'où son nom Amanda Ripley MacLaren dans Alien deuxième du nom. Et d'ailleurs, je vais profiter de ce moment pour aborder rapidement un sujet concernant le roman Alien Sea of Sorrows, qui fait suite entre gros guillemets à Alien la Résurrection. Alors déjà, une chose à savoir, c'est que ce roman est classé canon de niveau 3, ce qui veut dire qu'il ne fait absolument pas partie du canon intouchable et validé par la Fox. Et c'est d'ailleurs également le cas en ce qui concerne Alien River of Pain, l'histoire d'Atlas Hope. À la différence que River of Pain, lui ne trahit en rien le canon de niveau 1 de la franchise, et le canon de niveau 1 primera toujours sur le reste. Car en effet, dans Alien Sea of Sorrows, il est question d'un certain Alan Decker, lequel ne serait rien de moins qu'un descendant des Ripley, et plaçant dès lors directement le roman en totale contradiction avec les faits rapportés dans Alien 2. Oui, parce que pour rappel, dans Alien deuxième du nom, on apprend qu'Amanda serait morte mais sans enfant. Donc à partir de là, conflit de cohérence entre le canon de niveau 3 et celui de niveau 1, Alien Sea of Sorrows n'est donc pas canon. Alors tu peux prendre le problème dans n'importe quel sens, mais encore une fois, n'oublie surtout pas que le canon de niveau 3 dépend uniquement de ta propre interprétation. Rien d'officiel. Et j'insiste là-dessus, rien d'officiel. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais toi non plus. Bref, je reprends. Une vingtaine d'années s'étaient écoulées depuis la création d'Atlas Hope, et malgré l'atmosphère désormais respirable d'LV-426, la surface de la Lune n'en demeurait pas moins un lieu désagréable, régulièrement balayé par des vents violents et des orages électriques, et vallonné par de nombreuses chaînes de montagnes bloquant tous les scanners au sol de la colonie. Mais alors que les faibles espoirs de la compagnie semblaient bel et bien s'amincir graduellement de jour en jour, une certaine trouvaille autant inespérée qu'inattendue viendra raviver sa flamme. Nous sommes le 16 mai de l'an 2179, et le lieutenant de première classe Ellen Ripley venait d'être retrouvée à la dérive dans l'espace lointain. Elle sera alors immédiatement et urgemment prise en charge à bord de la station Gateway, où elle ouvrira les yeux pour la première fois depuis 57 ans. Ellen Ripley sera alors accueillie bien poliment par un certain Carter Burke, un des nombreux dirigeants de la Weyland-Yutani qui aura la lourde responsabilité de devoir lui annoncer une bien triste nouvelle. Pas moins de 57 années s'étaient bel et bien écoulées depuis sa disparition, et sa fille était malheureusement décédée depuis peu. Au même moment sur LV-426, un certain capitaine Damian Brackett du corps des Marines coloniaux rejoindra les lieux. Et ayant été placé à la tête du service de sécurité d'Atlas Hope, il sera alors tenu par sa hiérarchie de mener à bien diverses missions de prospection visant à escorter tout colon assigné à des tâches nécessitant de s'éloigner de la colonie. Une arrivée qui sera d'ailleurs source de conflit pour les parents de la toute jeune Rebecca Jordan, Newt, puisque sa mère avait jadis eu une aventure avec lui. Mais au-delà de ça, Brackett était surtout très mal à l'aise à l'idée de devoir accompagner des colons hors de la colonie, considérant ces missions comme contraires aux procédures standards du corps des Marines coloniaux, et le mettant ainsi constamment en désaccord avec le personnel de la Weyland. Pour faire simple, les Marines en poste sur LV-426 ayant été à la toute base recrutés pour protéger la colonie et non pour accompagner des civils hors de ses murs, et Brackett ne comprend pas pourquoi des soldats devraient risquer leur vie dans des tâches qui ne devraient pas être les leurs. D'autant plus que tous les colons officiant à Atlas Hope se voyaient être implantés d'une sorte d'émetteur permettant de surveiller tous leurs faits et gestes et en temps réel. Mais bon, là tu dois bien te douter qu'en réalité, ce que voulait surtout la Weyland-Yutani, c'était d'être en première ligne si jamais l'épave Malakak ne venait à être retrouvée.
Mais avant qu'il ne puisse faire part de ses inquiétudes à Alan Simpson, l'administrateur en chef d'Atlas Hope, un petit groupe de colons se retrouvera malencontreusement coincé à l'intérieur d'un processeur atmosphérique défectueux. Brackett mettra alors immédiatement sur pied une opération de sauvetage et découvrira rapidement le triste état mental d'un colon ayant sombré dans la folie en raison de la dure vie et de l'isolation d'Atlas Hope et d'une certaine peur paranoïaque quant à une imminente catastrophe. Le colon sera néanmoins abattu par un certain Draper, un autre soldat du corps des Marines coloniaux, et la zone sera finalement évacuée juste à temps avant que le processeur défectueux ne soit détruit. Fortement dévastée quant à la triste nouvelle de la mort de sa fille, Ripley n'en demeurait pas moins la dernière survivante du Nostromo. Et en tant qu'employée de la Weyland-Yutani, elle était donc tenue de rendre des comptes à sa hiérarchie. La réémergence d'Ellen Ripley était une véritable aubaine pour la Weyland, laquelle s'empressera alors de réunir une commission d'enquête prétextant vouloir apporter un peu de clarté sur toute cette histoire. Mais les nombreuses élucubrations du lieutenant quant aux véritables circonstances de la disparition du Nostromo seront néanmoins accueillies avec un certain scepticisme mensonger. Les quelques grands dirigeants de la Weyland capables de corroborer les faits exposés préférant feindre l'ignorance plutôt que de reconnaître leur part de responsabilité et de s'exposer à de lourdes sanctions préjudiciables. Et afin de s'assurer que personne n'accorde de crédit à ses dires, Ripley sera alors entre autres diagnostiquée atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique et sera dégradée. Elle se verra également destituée de sa licence de pilote, et la Weyland-Yutani clôturera définitivement le dossier. Sauf qu'en réalité, toute cette histoire de commission d'enquête n'avait été qu'un écran de fumée. Une sinistre mascarade orchestrée par la compagnie et dans un seul et unique but, récupérer les coordonnées exactes de l'épave du vaisseau Malakak. Et dans toute son ignorance, le témoignage d'Ellen Ripley avait malheureusement été la clé de voûte de la Weyland-Yutani et condamnant désormais tout Atlas Hope à affronter un bien sombre destin. Carter Burke contactera alors la colonie d'LV4-26 et ordonnera aussitôt que les coordonnées révélées par Ripley fassent l'objet d'une enquête. Et c'est ainsi que sur Atlas Hope, Alan Simpson missionnera alors les Jordan de se rendre sur place, exprimant le fait que selon sa propre opinion, peu importe ce que Russ et Anne pourraient bien découvrir là-bas, cela leur appartiendrait. Et bingo! La stratégie de la Weyland-Yutani s'était avérée payante et l'épave était bel et bien là, camouflée entre brouillard et montagne, comme si la nature elle-même avait cherché à préserver l'homme de sa propre curiosité. Anne et Russell prendront alors sur eux d'explorer innocemment la carcasse du navire, laissant derrière eux leurs deux enfants Tim et Rebecca, avant que Russell ne devienne malheureusement la proie d'un facehugger. Il sera alors urgemment rapatrié à Atlas Hope, et Brackett mettra immédiatement le site en quarantaine afin d'empêcher quiconque d'y pénétrer à nouveau. Mais malheureusement, Alan Simpson passera outre les ordres de Brackett en ordonnant à un petit groupe d'enquêteurs de collecter davantage d'informations directement sur place. Mais malgré la présence des Marines, plusieurs colons se retrouveront malheureusement et à leur tour attaqués par des facehuggers, dont un certain Marachek Jonji. Les victimes seront alors également rapatriées de toute urgence à bord de la baie médicale de la colonie, et 24 heures plus tard, le premier xénomorphe verra le jour, éclatant la cage thoracique de Russell Jordan devant le regard horrifié de sa femme et de leurs deux enfants, avant de rapidement disparaître dans un système de ventilation. Une véritable chasse à la créature sera alors immédiatement lancée, bien que la situation s'aggravera considérablement dès lors que plusieurs xénomorphes émergeront des autres colons contaminés. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les scientifiques de la Weyland tenteront en vain de limiter la casse en arrachant le facehugger du visage du fameux Marachek Jonji, dont il est brièvement fait mention dans Alien 2, et lequel ne survivra malheureusement pas à l'opération. Un drame, certes, une situation de plus en plus croulante on va dire, mais néanmoins une véritable opportunité pour les chercheurs de la Weyland qui disposaient désormais de plusieurs spécimens de facehugger sous la main, dont 2 toujours en vie, lesquels seront alors conservés dans des bocaux d'isolation pour une étude ultérieure, ainsi tant est que la situation redevenait normale. Mais malheureusement la situation n'aura de cesse que de drastiquement empirer, nous rappelant ainsi les heures les plus noires de Sébastopol.
Une reine xénomorphe émergera rapidement parmi ses pairs, trônant désormais bien fièrement au sommet de sa propre ruche et subsistant dans l'unique but de faire prospérer sa propre espèce. Dès lors, les événements s'accéléreront à mesure que de plus en plus de colons disparaîtront sans laisser de traces, élevés et retenus captifs par des aliens au sein même de la ruche, avant d'être livrés en pâtures à des facehuggers, ainsi qu'à leur sinistre matriarche. Faisant définitivement basculer Atlas Hope dans le chaos le plus total, et obligeant ainsi les Marines à repousser les nombreuses vagues de xénomorphes les assiégeant perpétuellement. Atlas Hope étant définitivement perdu, les derniers survivants n'auront alors d'autre choix que de battre en retraite et de tous se retrancher dans un même lieu. Un fugace moment d'accalmie dominé par un silence des plus inquiétants bien que nécessaire, et durant lequel Brackett découvrira la véritable raison d'être d'Atlas Hope, ainsi que les sombres motivations de la division scientifique de la colonie. Mais les deux parties étant dorénavant dans le même bateau, le bien commun était devenu une priorité, la survie. Plus question dès lors de se tirer dans les pattes, il fallait absolument faire équipe pour avoir une petite chance de se barrer et de retrouver d'autres éventuels survivants. D'autant plus que dans le code des Marines, il fallait compter 17 jours de silence radio avant qu'une navette de sauvetage ne soit envoyée. 17 jours que bien évidemment les survivants n'avaient pas. Une certaine alliance qui aboutira à une bien funeste déduction. Les colons disparus étaient vraisemblablement toujours en vie et étaient tous retenus captifs au cœur d'une ruche dissimulée au sein même du processeur atmosphérique principal de la colonie. Brackett, Simpson, le Dr Hidalgo ainsi que les derniers Marines encore en vie prendront alors la lourde décision de lancer un assaut désespéré contre la ruche afin de tenter de libérer les prisonniers, tandis que de leur côté les autres survivants préféreront se barricader dans le centre d'opération de la colonie. Un petit groupe de survivants mené par le lieutenant Julissa Paris comprenant une jeune enfant nommée Louisa Cantrell et bien évidemment la famille Jordan. Pour rappel, Anne, la maman, et ses deux enfants Rebecca et Timmy. Mais malheureusement, le petit groupe sera rapidement repéré par les créatures, et les barricades céderont sous les puissantes attaques des xénomorphes. Une bataille aussi soudaine que violente, éclipsant totalement toute disparité entre soldats et civils ou même entre enfants et adultes, et qui emportera malheureusement Anne et Timmy alors que Rebecca ne parviendra que de justesse à s'échapper par un système de ventilation. Un événement qui coïncidera malheureusement avec la défaite cuisante de la mission de sauvetage en cours. En effet, l'équipe de Brackett sera instantanément balayée par les xénomorphes en surnombre, obligeant une nouvelle fois le capitaine à battre en retraite. Mais alors que tout espoir de survie semblait bel et bien perdu, il apprendra de la part d'un Dr Hidalgo agonisant au sol l'existence jusque-là gardée secrète d'un astronef au sein même de la colonie. Ni une ni deux, Brackett fera alors immédiatement demi-tour dans l'espoir de sauver le plus de gens possible, et surtout les Jordan, car pour rappel il avait jadis été plus ou moins proche de la mère de famille. De retour au centre d'opération, Brackett constatera les ravages de la récente attaque avant de retrouver le lieutenant Paris. Et dans la panique, le capitaine agrippera à bout de bras la petite Louisa, persuadé à tort que l'enfant qu'il tenait dans ses bras n'était autre que la fille de son ami. Les derniers survivants croiseront ensuite la route du docteur Maury, et le petit groupe parviendra finalement et non sans mal à fuir la colonie. Après tous ces événements, Brackett aurait très largement pu se féliciter d'être parvenu contre vents et marées à sauver 3 personnes d'une mort aussi horrible qu'inévitable. Mais au-delà d'une certaine rage incommensurable à l'égard de la Weyland, en réalité Brackett s'en voulait terriblement. Car malgré son statut de capitaine du corps des Marines coloniaux, il n'avait pas su anticiper la catastrophe, n'avait rien vu venir, et par-dessus tout il avait involontairement abandonné la jeune Rebecca à son triste sort. En définitive, ironie du sort, karma ou que sais-je, la colonie d'Atlas Hope avait elle-même été victime d'une colonisation à grande échelle, et ses habitants en avaient payé le prix fort.
manipulées telles de vulgaires marionnettes sans la moindre importance par une ambition démesurée vouée à l'échec et ce depuis l'édification de sa toute première pierre, et témoignant du fait que finalement, l'espoir d'Adley n'était plus, et n'avait même jamais été.